Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à Mayotte, à La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, en France et bien entendu en Martinique, bonsoir. Vous allez assister, et merci d'être là, au dialogue avec la presse. Je vais l'animer aujourd'hui en compagnie du docteur Samuel Mpaye. Docteur, comment allez-vous? Très bien, bonsoir à toutes et à tous, puis bonne émission. Un médecin en chasse un autre. Nous avons également le docteur Montezum. Comment allez-vous? Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, M. Laboucher. Bonsoir, José Charlotte. Comment allez-vous? Oui, mais ça va, je dis bonsoir à toute la population et particulièrement aux personnes qui travaillent dehors sous cette chaleur intense. Bon courage. Merci beaucoup. Et puis, la meilleure pour la fin, bien entendu. La princesse. La princesse. Comment allez-vous, Cindy? Bonsoir tout le monde. Écoutez, ça va. Le week-end approche à grands pas. J'en étais sûr. Cindy ne va bien que lorsque le week-end s'approche, le week-end ou les vacances. Non, j'ai passé une très bonne semaine. Bien remplie, mais c'est toujours agréable le week-end. Vous n'avez pas travaillé cette semaine alors? Mais bien sûr que j'ai travaillé. Elle dit qu'elle a passé une bonne semaine. Telle que je la connais, ça veut dire... Non, mais on peut passer une bonne semaine au travail, être heureux avec ses collègues, passer un bon temps avec ses collègues. Et puis... Ah voilà, il y a un bon temps avec les collègues, plus que le travail, d'accord. Non, mais il y a aussi le travail, ça va de pair, voyons. Cindy, j'ai lu un livre qui s'appelle « Les métropolitains à la Martinique, une migration de confort ». D'accord? Je vais faire un test sur nos 4 camarades pour voir lequel est le plus intelligent. C'est un test auquel je vous livre, auquel je me livre avec vous. Dites-moi ce que vous pensez de cette couverture. Vous avez 30 secondes pour la regarder, pour me dire ce que vous en pensez. Ne me dites pas tout de suite, hein, mais regardez-les, puis vous direz plus tard ce que vous en pensez. On l'a passé à M. Montezum quand vous avez fini. OK. Je vois que Samuel Mpaye est très tendu. Non, du tout. Il a peur. On va juger de son intelligence. Ah non, je ne suis pas intelligent. Ça, loin de là, loin de là. Tenez, Monsieur Charlotte. C'est Charlotte écrit. Il est déjà en train de réfléchir. Sa réflexion est déjà portée. Cette couverture. Et dites-moi ce que vous en pensez. Non, vous dites, ne dites rien pour l'instant. Je ne dis rien. Je ne fais que regardez. penser. Vous avez pensé? Sociologie. C'est nouveau, ça. Charlotte va penser. Voilà, d'accord, vous avez assez regardé. Pas ça, M. Mpaye. Attendez-vous pour les 3 fois plus que tout le monde. Il se demande s'il va acheter la valise de monsieur qui saute sur l'image. Non, c'est parce qu'il a une réflexion plus lente que tout le monde. Passez ça. Non, vous trichez, là. Vous trichez. J'ai besoin de regarder. Vous trichez. L'image me fait réfléchir dans plusieurs prenez-lui ça dans la main. Donc, vous avez pris 4 fois plus de temps que tout le monde. L'image est dangereuse. Vous avez une réflexion plus lente que tout le monde. Ça, c'est déjà un premier... Une première conclusion. Il a déjà un malus, alors? Oui, il a déjà un malus, exactement. Quand à Mpaye, en 30 secondes, c'est fini. Mais il n'a pas une activité cérébrale. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Cindy, alors, de ce truc, de cette photo, de cette couverture? Alors, je ne sais pas, je trouve que cette image est un peu... Il faut peut-être la montrer aux téléspectateurs. Oui, voilà, c'est ça. Qu'eux-mêmes, ils sachent un peu de quoi on parle. Alors, tu veux serrer dessus, s'il te plaît? On allait montrer, mais de toute façon. Bon, on voit quand même, hein? Oui. OK, je crois qu'ils ont pu être assez vus. On va montrer encore. Je trouve que cette image, c'est un stéréotype. Je ne sais pas si on est en train d'alimenter les stéréotypes, mais en tout cas, c'est un peu ce que j'ai comme dans l'esprit. C'est-à-dire qu'on aurait dit que nos compatriotes métropolitains qui arrivent sur nos territoires arrivent et ils ont des meilleurs postes que nous. En tout cas, c'est l'image qui le dit, hein. C'est pas moi. Hein. On voit un militaire, on voit une infirmière sous l'image, on voit également un juge et une grande image avec un monsieur avec une valise. Donc quand il arrive en Martinique, quel que soit son bagage intellectuel et expérimental, il arrive ici, il a un bon poste. En gros, l'image me fait penser à ça. Et vous, M. Charlotte? Après tant de réflexion. Oui, ce que j'avais dit est dangereux, mais ce que je vais dire, c'est l'idée qui m'est venue.
Je vois sur la photo, il y a bien entendu un juge, il y a un homme armé, il y a 2 autorités administratives ou judiciaires ou financières. Et puis entre les deux, je vois un voyou avec une valise qui est en train de courir. Et ça m'a laissé entendre que c'est comme l'époque du début de la colonisation où certaines structures préparaient le boulevard pour l'arrivée des autres. D'accord. Et vous, M. Montezum, qu'est-ce que... Rien, ça m'a laissé froid. Je trouvais ça tout à fait banal, tout à fait habituel, D'accord. tout à fait journalier. Tout à fait quoi? Je te Journalier. rappelle. Ah, d'accord. Et vous, M. Mpaye, qu'est-ce que vous avez pensé de cette couverture? Je te rappelle. Écoutez, j'ai Vous n'avez pas pensé- 1 heure pour répondre. Non, je n'ai pas pensé forcément à quelque chose. La question pour moi, ça a été de dire, est-ce que si on disait les Antillais migrent sur l'Hexagone, quelle est l'image qu'on aurait mis? Ah, Est-ce non, qu'on aurait, c'est mis- un hasard. est-ce qu'on aurait mis la même image? Hein? Non, on n'aurait pas mis la même image, sans doute. Parce que est-ce que nos avocats migrent pour aller là-bas? Est-ce que nos infirmiers migrent pour aller de ce côté-là? Ou est-ce que... hein? Et puis ensuite, est-ce que nous allons là-bas en termes de vacances avec la valise et les chaussures? Non, je pense que c'est l'image effectivement qu'on se fait Elle est banale. de gens qui viennent sur notre territoire. Alors elle est un peu biaisée parce qu'ils ne sont pas tous de cet Comme ça. acabit-là, mais C'est clair. voilà, c'est une représentation de ce qu'on se fait. en réalité. D'accord. José a dit voyou, je ne sais pas pourquoi. Oui, je ne sais pas pourquoi les Moi, a j'ai traités pas de dit voyous. Non, voyou. alors, donc, vous êtes 4, là. Alors, c'est moi qui note. Alors, Cindy, 20 sur 20. Oh là là, il m'a donné 20. Tu peux Mpaye. un cierge, hein? Ah oui. Mpaye, 14 sur 20. José Charlotte, 0 sur 20. 0 sur 20. Et Montezum, 0 sur 20. Non, c'est vrai, c'est-à-dire que cette première page dit exactement tout. C'est-à-dire que nous avons en premier lieu le gars qui part en vacances, il s'amuse, il part, c'est pas un voyou, il part en vacances, il est content, il a sa valise, C'est pas un voyou, mais il va vers la c'est des Martinique. ratés de la métropole qui Non, est pourquoi vous c'est dites pas- ça? faut Mais pas- non. chef de l'exotisme. hein. Il y a un non, tas non, de mais non. gens qui viennent en Martinique s'amuser, voir le soleil, le sable blanc, les jolies filles, ils ne pas sont parce- pas des voyous. C'est pas parce Bon. que le noir ne voyage pas pour le plaisir que les autres ne vont pas le faire. Et donc, on a cette image-là. Mais, c'est l'honnêteté des auteurs de ce livre. Ils ont mis en arrière-plan et plus petit, ils nous ont lancé comme message, attention, C'est ça. on vient s'amuser chez vous, Ouais. mais c'est nous qui dirigeons ce pays. Parce que l'armée nous appartient, il y a un militaire. Parce que la santé nous appartient. Pour nous il y a- protéger. Il y a l'armée qui nous appartient. L'armée, elle est à nous. La santé, c'est nous. La justice, c'est nous. Et puis à côté, il y a une chef d'entreprise, c'est nous. Donc, en mine de rien, et sans le dire dans cette couverture, il y a tout, quoi. Chez les métropolitains en Martinique, c'est en réalité les dirigeants de tout ce qui compte. C'est ça qui est dit dans cette couverture-là. Maintenant, je vous l'ai dit, docteur Montezum, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, d'ailleurs, le dernier mot, là, c'est quand même Une migration de confort. le confort. Oui. C'est bien ça. Autrement dit, quand la France allait chez les autres, ils sont toujours allés en maître. Et quand les autres viennent chez eux, c'est pas une migration de confort. Hein. Ce sont les pauvres qui viennent chez les riches. Et quand eux y vont, ce sont les riches qui vont chez les pauvres. Oui, c'est... Non, Moi, je trouve ouais, vas-y. Je trouve que c'est quand même dangereux de faire Ouais. ces stéréotypes parce que il y a plusieurs types de métropolitains qui viennent. Il y a ceux qui ont les moyens et qui s'installent confortablement, et puis ceux qui sont partis de rien, qui n'ont pas toujours eu une famille qui les couvre derrière. Ils sont arrivés, ils ont bâti tout de A à Z. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Il y a des gens, il y a quand même des personnes qui sont là, qui travaillent dur, qui ont bâti leur vie à la suture de leur fond, et c'est admirable. À ce moment-là, c'est à nous, les Martiniquais, de se dire, on va s'inspirer de ces gens-là. On veut être comme ces gens-là, parce qu'ils ont bâti tout de A à Z, et nous aussi, notre génération peut aussi bâtir, construire, acheter, etc. Sauf que, quand certaines personnes de l'Hexagone arrivent, quand bien même que ce soit des va-nu-pieds,
ils arrivent ici, ils trouvent un réseau de protection, ils trouvent un réseau d'amitié, quand bien même qu'ils sont au bas de l'échelle, quand ils se regroupent entre eux, il y a une solidarité forte qui permet de les tirer vers le haut. Et pourquoi on ne peut pas faire ça? Donc nous, on n'a pas, disons, la pression de l'expatriation. Le fait d'être expatrié, ça consolide la solidarité. Et eux, ils ont déjà les autorités administratives et judiciaires et financières qui leur donnent, disons, le ballon. Donc tout naturellement, ils bénéficient de l'accélération sociale que nous ne pouvons pas bénéficier ici. Mais non, parce que nous avons des petits moyens et nous avons des petites solidarités. Même quand nous migrons en France non plus, d'ailleurs. On n'est pas solidaires entre nous-mêmes. Vous pouvez dire ça. Pourquoi on ne peut pas créer des réseaux? Quand on va émigrer vers la métropole, le symbole serait différent. On nous aurait mis comme symbole, vers la métropole, un seau et une serpillière. Parce que c'est ce que j'ai dit. Quand on va vers la métropole, ce n'est pas pour prendre des postes de directeur d'hôpital, ni de directeur d'établissement financier, ni de général de l'armée. Ni général de l'armée. Et pourtant, il y en a. Hein. Oui, il y en a. C'est pour... Oui, mais ça se compte sur les demi-doigts d'une main. Mais excusez. Parce que quand on va vers la métropole, c'est pour occuper le plancher social. Non. Plus aujourd'hui, Monsieur Charlotte. Aujourd'hui, nous avons des Martiniquais qui sont fortement diplômés et qui occupent des postes à haute responsabilité. Il faut arrêter avec ces caractéristiques. Je ne suis pas d'accord. L'histoire est comme ça. Oui, mais l'histoire... Mais l'histoire change. Oui. Laissez parler M. Montezine, s'il vous plaît. L'histoire change forcément, ça c'est certain. Mais l'histoire de la migration des Antillais vers la France, alors on va parler du Bubidum. des années 50. Oui, on va parler. C'est les sacs de courrier des années Bubidum, des années 50-60. Eh bien, c'est la misère martiniquaise qui va essayer de progresser en France. C'est les petits métiers, c'est le métro, c'est le bus, c'est surtout les hôpitaux, c'est la poste, c'est petits fonctionnaires. Oui, c'est ce qu'on essaie de faire. Il y a des gens qui apprennent le métier. Alors les gens qui viennent à la Martinique actuellement, ce sont des gens qui, quelquefois, ont déjà beaucoup travaillé en France, n'ont pas réussi. Parce que c'est vrai que c'est difficile en France de pouvoir concrétiser. Alors, ils redémarrent. Et écoutez, je regardais encore hier, j'allais prendre du matériel piscine, et bien je regarde pratiquement tous les gens qui vendent du matériel piscine et qui veulent. Ce sont des gens venus d'ailleurs, ce ne sont pas des Martiniquais. Vous avez des métiers comme ça. C'est le réseau. Ce ne sont pas des Martiniquais qui sont là. Non, mais monsieur Charlotte, nous sommes en 2025. Nous sommes en 2025. Vous ne pouvez pas incriminer les problématiques et les maux de notre territoire uniquement au fait que les autres ont des privilèges, sont mis en groupe. Ah non, mais si c'est ce que vous avez dit. Mais si je ne reproche pas d'être solidaire et d'être discipliné. Ah ben voilà, donc commencez par le dire pour que tout le monde perçoive bien la nuance. Parce que quand vous lâchez une phrase comme ça en disant ouais, ils ont si, c'est le gars nul qui vient d'Europe et qui s'enrichit. Non, c'est le gars nul qui vient d'Europe avec des ambitions. Il a de l'ambition, il a un projet et il essaye de mettre en place ce projet. Absolument. En rentrant sur le territoire, il trouve des gens qui sont en accord et qui sont prêts à lui donner le coup de main pour le faire et il réussit son projet. La question c'est, Monsieur Montezine, nous avons beaucoup de gens riches sur ce territoire. Est-ce que les Français hexagonaux qui sont en Martinique sont beaucoup dans l'entreprise ou bien est-ce qu'ils sont dans le fonctionnariat plutôt, dans la fonction publique en général? Écoutez, il y en a beaucoup dans l'entreprise. Écoutez, par exemple, dans la restauration. C'est dans les deux bords. Non, mais d'accord. Si je prends dans l'entreprise, je prends la restauration par exemple. Quand vous faites de trois îlets en descendant vers le diamant et du diamant dans la Sainte-Luce, etc., vous regardez qui tient ces restaurants, parce que ces restaurants, effectivement, il faut travailler tous les jours. Il faut travailler quelquefois très tard, tardivement. Il n'y a que les gens qui en veulent. Voilà, ce sont des gens qui en veulent. Qui restent tard, qui restent le dimanche, etc. Et puis ils ont leur clientèle aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils font quand même des plats qui sont des plats entre eux de l'Hexagone, donc ils sont favoris. Quelquefois ils ont des plats. Oui, mais quelques plats machin, donc ils sont aussi. Non, mais moi je dis toujours, il faut pas.
Vous savez... Non, je ne les accuse pas. Non, vous savez, quand nous quittons, quand moi, par exemple, qui suis d'origine africaine, je quitte mon Afrique pour arriver en France dans les années 90, vous savez, on se rapproche forcément des gens qui vous ressemblent de façon naturelle. Vous ne pouvez pas demander aux gens de faire autrement, peut-être parce que vous y trouvez une sécurité. Puis ensuite, vient le moment où vous allez à la rencontre des autres sur le territoire dans lequel vous vivez. Quand les métropolitains arrivent ici, bah, ils vont dans des restaurants chez les gens qui moi, je le vois tous les jours. Là, je suis à en face de... comment on appelle ça? La rue piétonne où il y avait l'ancien conseil général. Au niveau de la déchetterie. De la Caraïbe. Voilà. Non, au niveau de la déchetterie. Vous savez, il y avait un bureau du conseil général au niveau de la... J'ai oublié le niveau de la déchetterie, là. Vous savez, il y a le... Quelle commune? Fort-de-France. Fort-de-France. Dillon. Déchetterie. Oui, vous savez, la déchetterie, vous descendez quand vous allez dans la zone industrielle. Oui, oui. Ça s'appelle Rivière-Roche. Rivière-Roche, exactement. Rivière-Roche. Les restaurants Rivière-Roche, vous voyez bien, la différence. Et vous avez un monsieur qui a un restaurant qui s'appelle le Marseillais. Quand vous êtes un Marseillais, vous avez une population qui est généralement gluten, qui va manger chez lui. Et puis, quand vous allez, vous avez un restaurant antillais, il y a très peu de gens qui y vont. Et puis, vous avez un restaurant chinois, il y a beaucoup de gens qui y vont aussi. Donc, vous voyez que c'est toujours... Une seconde. Oui. À part ce genre de ça, c'est une entreprise, mais de service, entre guillemets. Oui. Est-ce que les Français de l'Hexagone s'investissent dans notre économie plus que ça? Oui. Par exemple, dans certains corps de métier du bâtiment, vous allez les retrouver sur les toitures, par exemple. Quelquefois, des choses qui demandent une spécialité. Oui, ils sont spécialisés brésiliens ou portugais. Une spécialité. Portugais, espagnol. Voilà, c'est ça. Ou bien... Attendez, vous dites quoi? Ils sont, dans certaines spécialités, on trouve les gens qui ont une origine familiale ou régionale de spécialité. Oui, mais est-ce que ce sont des Français hexagonaux? C'est ça ma question. Oui, pas toujours. Dans le bâtiment, on trouve beaucoup portugais, espagnols, brésiliens. Oui, en fait, ce sont des Européens, voilà, on peut dire. Mais dans le tourisme aussi, on les retrouve souvent, puisque tout ce qui est bateau, skipper... On trouve les Bretons. On les retrouve... Club de plongée. Oui, on les retrouve beaucoup. D'origine spécialité régionale ou spécialité familiale. Alors, c'est vrai que par ailleurs, vous avez tous les services déconcentrés de l'État. Ils peuplent ces services-là. Qui sont dirigés par... Ah oui, qui sont dirigés par des métros. Oui, mais quand il y a des marchés, quand il y a des facilités, des bureaux d'études, des systèmes d'encadrement, de distribution de travaux, de travail, on a quand même l'impression que ces personnes-là sont mieux outillées parce qu'ils ont des rencontres, disons, que j'ai vues moi-même, des rencontres malsaines. Des donneurs d'ordre que l'on retrouve au restaurant avec des personnes qui sont en concurrence avec des entreprises martiniquaises et où l'information passe et ça défavorise beaucoup les entreprises locales. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de qualité. C'est vrai, ils sont disciplinés. Vous leur donnez un marché, ils sont entraînés à respecter les délais, les choses comme ça, ce que nous sommes un peu minorés à respecter. Nous sommes un peu assouplis s'il faut respecter le travail, respecter le délai. C'est vrai. Hein? On ne peut pas leur reprocher la discipline et, disons, la bonne fin des travaux. Mais on doit quand même tenir compte que leur organisation administrative et judiciaire leur sont plus favorables que le Martiniquais qui affronte un marché isolément. Est-ce qu'on peut parler d'envahissement? Nous sommes sur un plan national où la liberté de circulation, c'est le droit. Non, c'est à nous de nous qualifier. Non, juste une seconde. Donc, le livre dont je vous parle, il a exactement 577 pages. J'ai lu la moitié. Vous n'avez pu lire que la moitié. Oui, j'ai pu lire que la moitié. C'est normal, c'est le niveau. C'est le niveau de votre esprit, la moitié. La moitié. Oui. Il y a 771 pages. 250 pages, c'est déjà pas mal. Hein. Donc c'est vrai que c'est un super gros livre, d'accord? Et au début de ce livre, donc le mec qui l'écrit, il a fait un avant-propos. Autant il est sûr, il n'est pas sûr qu'on va lire les dernières pages,
autant il est sûr qu'on va lire les premières pages. Et donc, ce qu'il met dans les premières pages, c'est important. Synthétique. Alors, ce livre est fait d'interviews de Français qui sont ici. Et voilà ce qu'ils disent des Martiniquais. Les Antillais sont extrêmement expressifs dans leur joie de vivre. Les Antillais, quand ils rient, ils sont extraordinaires. L'autre jour, j'avais envie de te filmer, tellement t'es incroyable quand tu ris. C'est ce que j'aime chez eux. Ils sont d'une nature très, très joyeuse, les Antillais. Ils ont une nature à chanter tout le temps. Ils sont gais et positifs, contrairement à ces Blancs qui arrivent et qui se croient tout permis et qui continuent à faire la gueule comme quand ils étaient en France. Et détends-toi. Sinon, ça ne sert à rien de venir ici, l'ami. Donc, c'est une image, voilà l'image qu'on se fait des Martiniquais. Ouais, mais... Je voulais juste, vous allez intervenir. Et des métropolitains. Une mère, pour apprendre à nager à sa fille, elle lui coule la tête dès qu'elle pleure. J'ai vu encore ça pas plus tard que dimanche. Tous les métros la regardaient sur la plage du Bacrois. Ils sont très, très violents. Il y a beaucoup de délinquance chez les gamins. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ils les dressent comme des animaux. Ce sont des regards de métropolitains, de Français de l'Hexagone sur nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais prendre le rire. J'ai un ami qui va en France avec sa famille. À la sortie du restaurant, ils arrivent sur le trottoir et ils se parlent entre eux et ils rient. Et il y a une dame qui passe avec son copain et qui dit « Tiens, un homme qui rit ». Bon, effectivement, en France, ce n'est pas chose commune d'entendre les gens rire aux éclats. Ça n'existe presque plus. Peut-être dans le sud, un peu dans le sud de la France, chez les méridionaux, mais quand vous êtes dans le reste de la France, les gens ne rient pas, alors que nous rions volontiers. Donc ils ont raison de dire ça. Ah, ils ont raison de dire ça, oui. Ils constatent qu'on rit. Eh bien oui, on rit. Et moi, je suis très content qu'on rit. Il vaut mieux rire que de pleurer. Alors, le métropolitain, donc c'est comme ça qu'il s'appelle, qui vient en Martinique, son rêve, le rêve du migrant hexagonal, pourrait bien être de profiter au maximum du territoire sans les inconvénients associés aux habitants. Ça veut dire quoi, docteur Mpaye? Oui, ça veut dire qu'en gros, une bonne partie vivent en communauté restreinte et qu'ils ne se mélangent pas, alors qu'ils ne se mélangent que dans le cadre de leur obligation, du service et de leurs obligations, et qu'après, chacun repart dans son cercle. Et l'inconvénient, c'est le coq le matin, le canot qui fait trop de bruit, etc. Ce qu'ils disent là, c'est qu'ils profiteraient mieux de la Martinique s'il n'y avait pas de Martinique. Oui, mais c'est ce que je dis, bien sûr, mais comme partout. Moi, j'ai ça. Moi, quand je vais à Paris, j'ai pas envie de dire je vais profiter de Paris sans les Parisiens. Vous n'êtes pas métropolitain. Non, je vous dis que quand je vais à Paris, il ne me vient pas à l'idée de dire j'aimerais profiter de Paris sans les Parisiens. Ça ne m'est jamais venu à l'idée. Mais est-ce que quand ils disent sans vous, ça ne veut pas dire qu'ils vont vous exclure, mais de toute façon, ils vivent sans vous pour une partie. Mais je répète encore, il ne faut pas généraliser. C'est une partie. C'est une partie. Quand ils disent sans vous, oui, bon, moi je ne crois pas. Je crois que c'est faut pas. Pourquoi vous essayez de les dédouaner? Non, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas non plus exagérer. On a eu aussi ces réflexions-là, et vous en avez d'autres qui viennent seulement pour travailler et faire la villa sur la côte en France, dans le parle du Sud, et puis vous avez d'autres qui finalement s'intègrent totalement. Il y a des gens qui s'intègrent, il y a des métropolitains qui ont beaucoup voyagé dans le monde entier. Quand ils arrivent ici, ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise avec la population. Je crois qu'on ne peut pas généraliser. Il ne s'agit pas de généraliser, mais quand un gars prend la peine de faire un livre, ils sont deux à avoir fait le livre, et qu'ils choisissent, parce qu'ils ont interrogé un tas de gens, quand ils choisissent ça, c'est parce qu'ils estiment que c'est significatif. Absolument. Ça fait 21 ans que je suis là et je n'ai pas d'amis, dit l'un d'eux. J'ai des tas de connaissances, mais pas d'amis. Même X, qui m'a rendu tant de services, quand j'ai commencé tout en bas, il n'y a pas cette confiance. Je suis toujours le blanc de passage, un passage qui dure. En dépit de ce que je fais, il y a ce racisme ici qui monte à cause de l'élite politique de Césaire à Marie-Jeanne. Ah. 21 ans, il est ici, il n'a pas d'amis? Il y a cette ambiance sous-jacente. Il ne faut pas qu'il oublie qu'il y a eu l'esclavage
des Noirs à la Martinique et que ça reste quand même dans le fond. Hein. Bon, moi, je sais pas. On sait bien qui était esclavagiste. Hein. Bon, on n'a pas oublié ça. Mais est-ce que c'est du racisme? Mais non, c'est pas du racisme. Non, est-ce que c'est du racisme? Non. Moi, il ne faudrait pas tout mélanger. C'est ça. Il ne faudrait pas tout mélanger. Qu'est-ce que le racisme, Dr. Mpaye? Je suis sûr que vous ne saurez pas de même bonne définition. D'abord, ça n'existe pas, le racisme, puisqu'il n'y a qu'une Puisqu'il y a seule pas les race. races. Voilà. Oui, ça n'existe pas. Par contre, il y a des communautés qui se créent, et des communautés, quand ils viennent ici, il y a des gens qui restent dans leur... Et il ne faut pas simplement regarder l'autre. Hein. Des fois, on a toujours l'impression que c'est l'autre qui pose problème. Des fois aussi, c'est notre comportement à nous-mêmes qui vont dans les Antilles, qui freinons aussi l'intégration des autres dans notre cercle. On peut... donc, je crois que c'est toujours pareil, mais comme disait M. Dr Montésib, c'est vrai qu'il y a l'histoire au milieu de tout ça, et que l'histoire, on ne peut pas l'exclure. Hein. Vous savez, je viens d'un pays qui a été martyrisé par la colonisation. Je peux vous assurer que les Français... Est-ce qu'il y a des effets positifs à la colonisation? Ça, si je ne veux pas rentrer dans votre débat, vous avez employé un mot très fort, martyrisé par le colonialisme. Oui, martyrisé. Alors je vous demande si à côté de ce... Il n'y a pas d'effet positif. Il me dit non. Oui, il m'a dit non. Mais il hésite à dire non. C'est clair que c'est non. Et les gens comme le peuple dont je viens, qui est le peuple Bassa, nous restons avec ça gravé en tête. C'est très compliqué. Des fois, j'entends à la télé des gens parler de racisme anti-blanc. Ça existe, hein, il ne faut pas se leurrer. Hein. Non, le racisme, ça existe pas. Je connais ça chez moi, j'ai vécu des choses dans ma famille qui est extrêmement puissante. Racisme, si vous savez mais non, le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est le racisme? Un mot qui a été utilisé par l'extrême droite. Hein. Non, ça existe. Non, le racisme, c'est... Alors qu'est-ce que le racisme? Mais le racisme, c'est un système... de l'autre par la couleur. Non, c'est un système... Non, pas du tout. Mais non, c'est pas ça. C'est un système qui a été mis en place pour pouvoir... Classifier, inférioriser certains hommes. Voilà, c'est ça. Et ça parle de la colonisation des Antilles, de l'esclavage aux Antilles. Juste une seconde. Le raciste est celui qui considère l'autre comme inférieur pour la seule raison qu'il est d'une autre couleur. D'une autre race. Il considère l'autre comme inférieur. C'est ça la notion du racisme. Je pense pas que non. Taisez-vous. Est-ce que le nègre... Jamais un nègre considère le blanc comme inférieur. Laissez-moi finir ma phrase. Venez chez moi, monsieur. Laissez-moi finir. Venez dans mon village, monsieur. Est-ce qu'il y a beaucoup de nègres? Est-ce qu'il y a beaucoup de nègres, en Martinique en tout cas, qui considèrent le blanc comme inférieur pour la seule raison qu'il est blanc? Ça n'existe pas. Ah bon? Ça veut dire que le racisme... À la Réunion, je vous parle de la Martinique, laissez tomber la Réunion. En Martinique, il n'y a pas de racisme parce qu'il n'y a pas de Martiniquais qui dit celui-là il est inférieur à moi parce qu'il est blanc. Je n'ai jamais rencontré ça. Non, mais dans le monde entier... Il n'y a pas des blanc. Mais non, mais ça, c'est une insulte raciale. C'est pas une insulte, ça. C'est un vieux blanc. C'est pas ça. C'est presque amical, ça. C'est presque une caresse. Vous parlez d'infériorité. Je vous dis, quand le type ici dit c'est un vieux blanc, il met tout ça. Cette connotation, il la met. Mais non, vous savez bien que non. Vous faites un amalgame entre injure raciste et le système racisme qui a été mis en place par une institution, par l'Église, puisque l'Église aussi a participé à cela. Une personne blanche qui va chercher un travail ne sera pas discriminée parce qu'il est blanc. Une personne blanche qui va chercher un logement ne sera pas discriminée parce qu'il va chercher un logement. Méfie-toi de ce que tu dis. Mais non, de quel pays dans le monde où ça que les hommes blancs et les hommes femmes... Ça existe ici même. Ici même. Il faut me montrer les personnes en question parce que j'ai besoin d'aller voir. J'ai besoin d'aller voir. Il y a des gens qui existent sur les choix de poste. Enfin, c'est moins nombreux. Sur l'embauche. Infiniment moins nombreux. Ah non, mais sous l'embauche... Infiniment, je ne sais pas. Mais il peut y avoir des exceptions, mais ce qu'elle dit est vrai. Il peut y avoir des exceptions. Mais il y a un phénomène aussi qu'on n'a pas, qui est peut-être dans le livre à un moment, c'est que les métropolitains ici, entre eux, c'est pas si brillant que ça. Il y a des On ne leur demande pas d'être brillants. Ils veulent faire corps. Brillants entre eux, ça veut mais ils ne rien sont pas dire. si unis que ça. C'est pour les autres que c'est important. Il y a des groupes professionnels ou des groupes régionaux
où ils ne s'entendent pas si tellement que ça. Hein. C'est pas, mais le problème n'est pas l'entente entre eux. Ils sont pas... Enfin, ils peuvent le problème, ce n'est pas le... Voilà, c'est ça qui est important. C'est vrai. Quand ils ont un intérêt commun, ils trouvent l'unité. C'est comme chez les Béquets, ils peuvent se bouffer entre eux, mais Mais contre les bien autres, sûr. ils sont unis. Est-ce que la Martinique a été colonisée, docteur Mpaye? Non, on a dit non, déjà. On a déjà répondu. On a déjà parlé de ça. On a déjà dit non. Ok. Non? Pas colonisé, elle a été esclavagisée. Oui, La mais- colonie à- est à venue. l'égard Alors, si vous parlez de la colonie. Attendez, Et des par Caraïbes, définition même, oui. On a colonisé les terres des Caraïbes par et des Indiens. définition même, Ils sont morts. les Antilles sont des colonies. D'ailleurs, les colonies commencent aux Antilles. Les colonies commencent aux Antilles. Je vous explique pourquoi. Dans la colonie et dans l'esprit de Colbert, parce que c'est à ce moment-là qu'il fait ça, Il a rédigé un code. qui fait cette politique, il dit Le code noir. la colonie ne produit que Dans les terres des de la- produits bruts. Par exemple, pas un clou ne peut être fait à la Martinique. Même si la Martinique donnait du fer ou de l'acier, le sucre qu'on fait à la Martinique doit être raffiné en France, etc. etc. Donc pour, par exemple, le chocolat, vous faites du café, vous faites du chocolat, mais ce chocolat, il faut l'envoyer dans une manufacture en Hexagonale. France, à Marseille, pour faire un produit fini. Et c'est le produit fini qu'on va revendre en France et dans d'autres pays. Et alors, quel rapport avec la colonisation? Autrement dit, c'est d'abord un système colonial qui est créé à la Martinique avec l'esclavage. Matière première. Voilà. Bon, et puis, d'ailleurs, après, on a parlé de néocolonialisme, c'est-à-dire que le colonialisme semblait avoir un peu disparu, disparu, semblait. mais Il était toujours là, rebaptisé. il l'avait un petit peu changé Ok, autrement. donc, c'est très ennuyeux ce que vous racontez. Ah, c'est ennuyeux. Docteur Mpaye. Pas pour non. ceux qui l'ont suivi. Hein. Non, ce que vous dites là est dit par tout le monde, et même la France s'est trompée elle-même. Ok. Même la France se trompe elle-même depuis des siècles. Docteur Mpaye, le Cameroun existe, n'est-ce pas? Il y a des tribus, vous êtes de quelle tribu vous? Bassa. Massa. Bassa. Bassa. voilà, Mais c'est lui ça. aussi, il est d'une tribu. Hein. Oui. Non, mettez-moi par terre. La tribu, c'est pas... Donc il y a une société, Oui. n'est-ce pas? Et le colonisateur est arrivé et a superposé sa propre civilisation, sa propre culture à la vôtre. La vôtre existait. Elle existe toujours. Elle existe toujours. OK. Nous, monsieur Montezuma, lorsque Christophe Colomb est arrivé, je pense au XVe siècle en Martinique, il a conquis la Martinique. Il ne l'a pas colonisée, il l'a conquise. C'est-à-dire que ses soldats sont allés exterminer les autochtones qui étaient là, les Caraïbes probablement, et il les a tués. Mais le mot, pourquoi vous Laissez-moi parlez de ça finir. aujourd'hui? Pourquoi vous parlez de ça Je vais aujourd'hui? en parler. Pourquoi j'en parlerai pas? Oui. Ça Non, vous mais gêne? pourquoi vous en parlez? Parce que là, on était sur une discussion sur... là, vous amenez sur la colonisation. On a changé de Il a un sujet. fantasme. On a changé de sujet. On a changé de sujet. On a changé de Ah d'accord, sujet. non, parce que On je peut pensais qu'on était sur le même. Il faut qu'on reste sur l'attitude Il a de le métropolitaine complexe Martinique. colonisé. On peut changer de sujet. Il faut qu'on reste sur l'attitude On de peut métropolitaine changer de Martinique. sujet. Du colonisé. Mais c'est fondamental ce que je suis en train de dire. Parce que, donc, la France a conquis la Martinique. Christophe Colomb l'a conquis. Et c'est il a conquis. Oui, c'est une conquête. Ce sont français. Et là, c'était, hein, je dis les Français. Et c'est ensuite, donc Christophe Colomb l'a conquise, et Denambuc l'a occupée pour le compte, je crois que c'était de Louis XIII. C'était avant Louis XIV, et donc Louis XIII. Et Denambuc a occupé ce pays. Donc nous n'avons pas été colonisés. C'est-à-dire que lorsque les Martiniquais, aujourd'hui, quoi vous riez là? Laissez-moi. Lorsque les Martiniquais dans la rue disent PIA, c'est à nous, c'est Bataillot, eh bien, les Français ne comprennent pas ça. Parce que ce pays leur appartient. Ah bon? Parce que c'est eux qui l'ont conquis. D'accord. Et lorsqu'ils font venir des nègres d'Afrique, Oui. eh bien, ils font venir des nègres qui ne deviennent pas propriétaires du pays. D'accord. Vous êtes riches, je le sais. Et vous faites venir des serviteurs de Portugal, Oui. d'Espagne, de je ne sais où. Oui. Ils vont rester à votre service pendant des siècles, pendant des générations entières. Vous les paierez rien que très bas. Eh bien, votre maison ne leur appartiendra jamais. Jamais. Eh bien, les Français, dans leur tête, il y a beaucoup de Français hexagonaux qui ont ce raisonnement-là. La Martinique est française,
elle n'appartient pas aux Martiniquais. Même si les Martiniquais, les esclaves et tout, l'ont mise en valeur, eh bien, c'est comme un ouvrier qui travaille chez vous, il ne devient pas propriétaire de votre maison. Bon, et ils ont cette idée-là. Et si nous allons, et c'est pour ça que nous sommes jamais allés à l'ONU et tout ça, essayer de faire reconnaître que nous devons être indépendants, les fonctionnaires de l'ONU vont exactement dire le raisonnement que je dis là, à savoir que la Martinique appartient à la France. Elle n'appartient pas aux Martiniquais. Oui, vous avez fini de parler. J'ai fini. Et donc, nous n'avons jamais été colonisés. Monsieur Laouché, vous êtes ce qu'on appelle à la Martinique un aliéné. Je suis navré, mais c'est le mot, je ne peux pas en employer. Non, mais excusez-moi, je fais un argument et ce que vous dites, vous m'injuriez. Bon, c'est tout ce que vous savez faire. L'aliénation, c'est une injure. Non, c'est pas vrai. Mais si, c'est une injure, l'aliéné. Si je vous dis que vous êtes aliéné, vous êtes content. Non, docteur Montezuma, ce que M. Laouché dit en tout point, et voilà. Il roule à gauche, en tout point. Il roule à gauche. Oui, ce qu'il ne dit pas. Ça veut dire que j'ai raison. Quand on roule à gauche, c'est que j'ai raison. Quand les personnes sont venues ici, on les a extraits de leur région en Afrique, ils sont venus ici, ils n'étaient pas payés. Ils étaient esclaves. Ils ont été achetés esclaves. Ce qui a été acheté, ce sont des esclaves. Leur travail doit être converti par la possession de la région d'aujourd'hui. Je ne sais pas quelle l'a dit. Le but de cette discussion, c'est quoi? Les gens qui nous écoutent. L'autre chose, ça ne sert à rien de rebaptiser les mondes de la région. Les gens qui sont venus ici, ce sont des gens c'était des voleurs et des criminels en bonne organisée. Qui les blancs, les noirs. Le mot colon, c'est un mot trop baptisé, trop adouci. De quoi vous parlez? C'est pas un vrai mot. De quoi vous parlez? De qui vous parlez, les gens? Les colons, c'était des voleurs en bonne organisée. Il n'y a pas de demi-mot. Juste une petite seconde. Ça ne sert à rien de... Il n'y avait pas de colons ici, je sais qu'on n'a pas été colonisés. Ceux qui sont venus... Oui. Bon, on peut parler des slips chauffants, s'il vous plaît. Qui ont été violents. Ce sont des... Ceux qui sont venus, qui ont été violents avec tous les peuples, Caraïbes, Indiens, Africains, ces gens-là, c'était des agresseurs. Juste une seconde. Attendez. Ils ont tiré fortune de situation et les personnes Monsieur Charlotte, n'ont pas payé. Monsieur Charlotte, Monsieur Charlotte, Monsieur Charlotte, il est important de parler de ça parce que ça participe d'une histoire qui est tronquée depuis tout le temps. Alors ici, dans cette télévision, on va dire la vérité aux gens. Tous ces historiens qui racontent des conneries, on va dire la vérité. Je vous dis quelque chose. Je vous l'ai toujours dit. Mais citez-les, il y a un fois ou quatre. Laissez-moi vous dire. Contrairement, monsieur Machin, ce ne sont pas des voyous qui sont venus. Ah bon? Parce qu'en 1500, 1500, l'humanité... Tu l'as branché encore sur le truc là, on ne va pas sortir d'ici aujourd'hui. L'humanité était à un moment de son histoire, l'humanité était à un moment dans son histoire où la loi du plus fort était la loi. C'était le struggle for life, le combat pour la vie. Okay? Et donc, lorsque Christophe Colomb est arrivé, qu'il a exterminé les Caraïbes, on ne peut pas le juger avec les droits de l'homme qui sont arrivés 3 siècles plus tard. Okay? Donc, vous ne pouvez pas le juger. Ensuite, les gens qui étaient sur les bateaux, ce n'était pas... Il y avait des engagés, qui étaient effectivement l'équipage, mais c'était souvent des nobles. Et, il n'aime pas que je dise ça, mais quand le seigneur mourait, eh bien, c'est l'aîné qui héritait de toute la propriété. Comment doit-on les qualifier, ces gens-là, alors? Mais ce sont des conquérants. Donc, et les mecs on peut les appeler conquérants, mais on ne peut pas les appeler criminels. Exactement. Okay. Non, exactement. Donc, c'est vous qui définissez comment on peut les appeler en fonction de qui... Je vous explique pourquoi. Il y avait la religion qui disait... Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Comme moi-même. Et tout le monde voulait aller au paradis avec la prière. Il y avait la religion au centre de tout ça. Attendez. Expliquait bien aux gens ce qui était bien et ce qui n'était pas bien. Ils ont fait un choix délibéré de faire ce qui était mal parce que c'était rentable. Laissez-moi vous dire, je vous répète que l'humanité avance, l'humanité avance, et qu'à certains moments de son histoire, eh bien, c'est la violence. Il n'y a pas de notaire. Eh bien, c'est la lutte pour la vie. On se bat, c'est le plus fort qui gagne. C'était comme ça. Que vous le vouliez ou non, c'était comme ça. Et lorsque ces gens-là sont partis, alors je voulais dire, vous ne vous laissez pas parler, que lorsque l'aîné était hérité de tous les biens, eh bien, le cadet, les autres qui venaient après, ils n'avaient pas le droit de travailler. Les nobles n'avaient pas le droit de travailler. Alors donc, le mec, sa vie, c'était de faire l'amour toute la journée, c'était de manger toute la journée, d'où l'importance des épices. Donc, c'était très important. Eh bien, ces mecs-là ont refusé cette vie. Ils sont partis sur des bateaux, sans trop savoir où ils allaient. D'ailleurs, ils voulaient aller en Inde, ils se retrouvent dans la Caraïbe. C'était des types
exceptionnels, monsieur Machin. Ce n'étaient pas des voyous, c'était pas machin, c'était des gens qui ont refusé cette façon de vivre à ne rien foutre pour prendre le risque de partir. Et c'est ça que... Si voilà, maintenant tuer des gens est édifié en exception et en héros, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne peut qu'agréer, vous avez bien fait de le dire, c'était des héros. C'était l'époque. Mais je dirais des héros, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Vous voyez comme il est difficile de vous instruire. Il est difficile de vous instruire. On l'a payé combien vous dire ça? Voilà. C'est justement la question que je me pose. Alors, j'ai rencontré une dame. J'ai rencontré une dame qui travaille avec moi d'ailleurs et qui me dit, docteur, vous allez laisser M. Laouché parler. Je dis, madame, si je l'empêche de parler, c'est parce qu'il dit des bêtises. Non, 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 non. Laissez-le parler. Ce qu'il dit m'intéresse. Alors, madame, vous êtes servie. M. Laouché vient de parler. J'espère que vous êtes très contente. J'avoue ne pas aimer ce genre de discussion, mais enfin, bon, comme on dit, il faut être tolérant dans la vie. Donc, j'essaie, moi aussi, d'être tolérant. Mais ça a du mal à passer quand même. Laissez-moi vous dire. Je retire un petit peu le mot qui vous a choqué cette dame-là tout à l'heure là, quand j'ai dit que vous étiez aliéné. Non, je vous laisse pas. Donc, cette dame-là, en effet, sa poubelle est remplie. Laissez-moi vous dire. Vous savez ce que vous dites là, ça illustre absolument la phrase que je vais vous dire. Lorsque l'on a raison, 24 heures avant le commun des mortels, pendant 24 heures, on passe pour ne pas avoir la raison. Bon, alors, et c'est exactement ce qui se passe ici. Vous êtes pour laisser incapable de comprendre. On peut parler de slip chauffant, s'il vous plaît? Bon, celle-là veut parler de slip chauffant. La dame m'a dit, oui, monsieur, vous connaissez quelque chose? Vous avez fait des études de droit, mais monsieur Laouché a fait des études de travers. Celle-là, elle est parfaite. Celle-là, elle est parfaite. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Résume tout. Sauf qu'on vous a jamais dit ça. Elle est très bonne, celle-là, quand même. Vous voulez parler de... Alors, elle, ce qui l'intéresse, elle, c'est les slips chauffants. Voilà. Et quoi encore? Et l'anneau contraceptif. OK. C'est des moyens contraceptifs, là. Alors... Nous allons parler de l'amour de la science, parce que la science a évolué, voilà. Vous êtes un homme du futur. Ah, du futur. Donc, quand vous, vous parlez de la... Il parle toujours de la IA, des progrès scientifiques. Donc, la médecine a fait des progrès scientifiques en termes de contraception. Généralement, c'est la femme qui porte la charge mentale de la contraception. Et aujourd'hui, nous avons des scientifiques qui se sont penchés sur la question de la contraception masculine. Et du coup, il y a eu 2 nouvelles technologies qui ont émergé. Donc, il y a le slip chauffant, qui est commercialisé sous le nom de Spermapose. Donc, c'est quoi un slip chauffant? Donc, c'est un caleçon doté d'un compresseur, voilà. C'est un caleçon doté d'un compresseur thermique qui réchauffe les testicules jusqu'à 41 degrés, rendant les spermes inaptes. Rendant les spermes inactifs. Inactifs, tout à fait. Donc, les spermatozoïdes. Oui, les spermatozoïdes inactifs. Mais il faut le porter tout le temps. Alors, il faut le porter tous les jours, minimum 3 heures par jour. Pour que ce soit vraiment efficace. Et puis après, il faut faire régulièrement un sperme... Vous savez, un test pour regarder si les spermatozoïdes sont vraiment inactifs. Spermogramme. Un spermogramme, tout à fait. Donc, je suis très contente de voir qu'il y a des personnes qui réfléchissent à de nouvelles technologies. Et puis, nous avons aussi l'anneau contraceptif. Donc, c'est un anneau... alors, ça s'appelle comment, l'anneau? Ah oui, Androswitch. Voilà. Donc, c'est un anneau en silicone qui permet de remonter les testicules au niveau du bas-ventre et qui permet de réchauffer les testicules de 2 degrés. Donc, généralement, c'est 37 degrés. On passe à 37 degrés. Donc, c'est un anneau qui doit être porté tous les jours, hein, minimum jusqu'à 12 heures de temps. Et c'est très efficace à ce qui paraît. C'est indolore. Il n'y a pas de problème de santé particulier. Donc, tout ce que vous nous préconisez, c'est de la torture en termes de buse de... Alors, si vous trouvez que c'est... de la torture en termes de... Je n'ai pas compris pourquoi vous voulez les stériliser. C'est ça que je parce qu'elle a envie de faire l'amour tranquillement avec les hommes. Mais attendez, monsieur, c'est pas pour docteur, ça. Vous êtes un docteur, vous êtes des docteurs. Oui. Généralement, ce sont des femmes qui viennent à votre cabinet pour dire « Docteur, je veux une contraception pour pouvoir avoir des relations avec mon mari, mon copain ».
Docteur, Oui. vous voyez les hommes dans votre cabinet demander des contraceptifs pour pouvoir se protéger? D'accord. Eh bien justement, aujourd'hui, nous avons vu que la pilule peut avoir des conséquences sur les femmes. Voilà, il y a des études qui ont démontré ça. Il y a des femmes qui sont intolérantes à la pilule et aux contraceptifs avec des hormones. Et du coup, il existe des alternatives. Et c'est ces alternatives dont je voulais parler. C'est-à-dire que la charge peut être aujourd'hui, de la contraception, équitable. C'est-à-dire que dans un couple, bien sûr, qui se connaissent depuis longtemps... Et qui ne veut pas d'enfant. Et qui ne veut plus d'enfants ou ne veut pas d'enfants... Mais qui veulent continuer à avoir des rapports. Voilà, qui veulent avoir des rapports, eh bien, il existe des alternatives. Non, parce que... je rigole pas parce qu'en réalité... Je peux comprendre hein, qu'on veuille... Le chemin de la guillotine. Qu'on veuille promouvoir ça au nom de l'égalité. Mais je suis navré, il y a des choses très simples. Quel à genre? la vie, il y a le retrait, il y a... Docteur, vous allez... Non mais attendez. C'est pas efficace, ça. Non mais attendez, pourquoi mettre de la contrainte là où, si nous sommes deux à décider de ce qui doit se passer, on peut le faire de façon intelligible. On peut y avoir le retrait, il peut y avoir le calcul de la période féconde, ça se connaît, on connaît ça depuis la nuit des temps. Il y a tout un certain nombre de choses qui veulent venir, à condition que les partenaires, en question veulent bien accéder, ou jouer, comme il dit, jouer franc jeu, c'est-à-dire accepter les conditions des uns et des autres. La réalité, elle est celle-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir une science où on va me chauffer les testicules. Attends, pourquoi ça vous gêne? Non, ça ne me gêne pas. Pourquoi ça le gêne? Oui, mais docteur... Ça ne me gêne pas. La méthode dont vous parlez de calculer son cycle menstruel, on sait très bien qu'à un moment de stress dans la journée, une femme, son cycle est déréglé. Et on peut avoir deux ovulations à deux périodes différentes. On s'abstient si on a un doute. Ce n'est pas une science exacte. Et puis après tout, il y a le préservatif, que je sache. Oui, mais pourquoi ça vous gêne? Ça fait 20 ans que vous êtes avec votre partenaire, vous menez des préservatifs? Je n'ai pas dit que ça me gêne. Je dis simplement... chauffer le testicule. On les chauffe pas. Je ne sais pas si... À 41 degrés. Non, ça c'est pour... C'est pas du 10 ça, c'est pour le slip chauffant. C'est pour le slip chauffant. Mais il y a l'anneau contraceptif. Après, on te fait remonter le testicule dans le pelvis pour que ça prenne encore 2 degrés supplémentaires, toujours pour la contraception. Bien sûr, et c'est indolent. Il suffit que moi, en tant qu'homme, je dise non, je n'ai pas envie d'avoir des rapports, que ça me suffit. Ou alors que je cherche le partenaire qui acceptera d'avoir un rapport avec moi, sans forcément que j'ai à aller chauffer mon testicule ou faire quelques raisons que ce soit. Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas contre. Hein. Il est on dirait pas. Ah non, mais il est si vous étiez contre, je ne sais pas ce que ça serait. Hein. Ah oui, je ne sais pas ce que ça serait. Je ne suis pas contre. non, mais docteur Montezuma, je pense que cela traduit l'air du temps. Nous sommes dans une période où la gente féminine attaque beaucoup les hommes. Comment ça attaque? Pourquoi la solution... Attends, vous nous attaquez, vous les tuez nos spermatozoïdes. C'est une attaque majeure, ça. Oui, et puis alors, ça vous dérange pas de tuer notre santé à petit feu, de détruire notre cycle hormonal? Oui, je disais ça pour plaisanter. Je suis d'accord avec vous. C'est le chemin adouci de la guillotine, en fin de compte. Écoutez, moi j'aurais préféré mettre un anneau qui fait remonter mes testicules que de prendre un cachet tous les jours et puis qui modifie mon cycle menstruel et puis qui me donne des conséquences. Mais dans ce cas-là, n'ayons pas de rapport et puis c'est tout. Alors vous êtes avec votre femme, vous n'avez pas de rapport? Non, moi je pense... c'est des choix de vie. Il faut mettre un budget supplémentaire pour la recherche, pour développer des solutions plus pratiques, plus chimiques, pour qu'on puisse aboutir à... C'est pas chimique, justement. Mais est-ce que la recherche médicale aujourd'hui, la recherche biologique aujourd'hui, a suffisamment de moyens pour développer cet aspect des choses? Mais peut-être qu'il faut... Ils ont mis les moyens, Monsieur Charlotte, ils ont mis des moyens. La guillotine améliorée n'est pas la bonne solution. Ils ont mis des moyens, les hommes n'ont pas de problème de santé, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils arrêtent le dispositif, les spermatozoïdes reviennent à la normale, ils peuvent être féconds à nouveau, ils n'ont pas de problème de santé, les testicules ne rétrécissent pas, tout va bien. Oui, mais si tout va bien comme ça, la prochaine étape, c'est quoi? C'est couper les testicules, quoi. Ça se fait déjà. Hein. Ça se fait déjà? On appelle ça les eunuques. Non, mais ça s'est fait avant. C'est des eunuques, alors. Après les avoir pressés et étranglés, il suffit de le couper. Non, mais ils ne sont pas pressés. Le docteur Mpaye vous a donné la solution. Hein. Vous ne faites plus l'amour et puis c'est terminé. Comme ça, vous n'avez pas de problème de santé. Elle a failli s'évanouir
quand j'ai évoqué cette hypothèse, j'ai senti qu'elle a, qu'elle a défailli. Alors, vous êtes avec votre femme depuis plus de 20 ans, vous vous dites comment elle ne peut pas assumer la contraception, il n'y a plus de rapport? Oui, mais il y a les préservatifs. Est-ce que c'est pratique? Alors, vous êtes Ou je 20 m'abstiens. ans, vous êtes avec une personne, vous mettez un préservatif jusqu'à 20 ans. Et comment? Il faut arrêter de dire du n'importe quoi. Mais pourquoi vous êtes dites marié, vous allez mettre un préservatif. Mais bien sûr, pourquoi pas? Non, vous avez tort, là. Docteur, vous avez tort. Voilà, attendez. pour une fois qu'il attendez. dit des choses vraies. Pourquoi je ne mettrais pas un préservatif si ma compagne en face de moi dit qu'elle ne veut pas utiliser... Pourquoi je ne mettrais pas un slip chauffant? Il n'y a pas de raison. Mais je n'ai pas envie de mettre un chauffant. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas mettre les... Je dis moi, si vous me posez la question à moi, vous préférez ne pas je faire préfère ne l'amour pas du avoir tout. de rapport plutôt que de me chauffer les testicules. Quand même, il ne faut pas exagérer. Enfin, elle est en train de vous dire que vous pouvez... Utiliser, ouais. Donc, vous pouvez proposer ça, À vos patients, ouais. à vos patients. Je n'en connais pas beaucoup qui ont venu me demander le slip chauffant, mais bon, pourquoi pas. Après, l'anneau aussi, l'anneau est très confortable. L'anneau est très confortable. Non, docteur, je vois que vous n'adhérez pas à cette technologie. Mais est-ce que vous pourriez la proposer à vos clients quand même? Proposer quoi? Mais les contraceptifs? Non, je ne crois pas. Ça ne me viendra même pas à l'esprit. Mais à partir de maintenant, ça vous viendra à l'esprit. Maintenant que vous le savez, qu'elle vous a convaincu. Non, mais est-ce que les résultats de tests ont démontré des résultats probants à 98%? Bien sûr. Moi, personnellement, ce n'est pas dans le sens de l'histoire, parce qu'au contraire, dans tous les pays, la démographie diminue, et on pense même qu'en 2080, tout va décroître, même en Afrique, où pour le moment ça grimpe, et que la race humaine risque de disparaître. Mais monsieur et je ne veux pas contribuer à ça. Monsieur Montezum, je ne comprends pas. Alors la personne a déjà 3 enfants, vous voulez qu'elle refasse encore des enfants? Des enfants jusqu'à combien? Aucune femme ne fait plus de 3 enfants maintenant. Si, au contraire, je dis qu'il faut aller féliciter. Comme vous voyez dans la rue une femme enceinte, il faut aller la féliciter parce que c'est devenu de plus en plus rare. Il y a quelque chose et c'est de plus en plus précieux. Merci beaucoup, je crois qu'on a tout dit sur ce sujet. Il y a un truc qui interpelle beaucoup le docteur Mpaye, c'est que ce soit des enseignants qui refusent d'aller travailler, qui ont besoin de psychologues lorsqu'il y a des enfants, des étudiants, des élèves qui ont agressé les enseignants dans une école. Il ne comprend pas pourquoi les enseignants, au lieu justement de rester chez eux, de ne pas faire front, pourquoi ils ne viennent pas à l'école et puis ils se défendent, quoi, je veux dire. Oui, c'est-à-dire, non, en fait, j'aurais peut-être un peu de mal, mais je vais essayer de me faire comprendre. Et il y a eu un événement qui s'est passé à la cité scolaire de Saint-Joseph, je crois qu'en début d'année scolaire, où un jeune homme a violemment agressé, je ne connais pas la teneur de l'agression qui s'est passée. Il y a moins longtemps que ça. Ça a été visiblement assez important pour que débarque le rectorat, en tout cas tout un ensemble de directeurs administratifs pour essayer de gérer la situation. Et ce à quoi finalement ça aboutit, c'est que j'ai vu mise en place, le retrait des personnels enseignants, en tout cas des personnels encadrants, puis des personnels enseignants, et puis dans un deuxième temps, la mise en place de cellules d'écoute psychologique. Alors, je suis un peu dubitatif parce que c'est vrai que j'ai été élevé, j'ai vécu dans un pays qui n'est sans doute pas un pays comme le vôtre, où on a à disposition tout un tas de dispositifs qui permettent de gérer un certain nombre de conflits. Mais je suis resté perplexe parce que quelques temps plus tard, j'ai reçu dans mon cabinet une jeune dame qui est venue s'exprimer sur son état de santé et du fait qu'elle avait été perturbée par ce qui s'était passé au sein de l'établissement, bien qu'elle n'ait pas vécu elle-même cette situation. Et je lui ai posé la question en disant, mais ce que je ne comprends pas, c'est la politique du « nous nous retirons ». Elle dit, oui, on se retire parce qu'en réalité, l'enfant a été agressif, et il a tapé les enseignants. Tu dis, mais vous vous retirez. Quand vous décidez, vous, adulte, par rapport à un enfant, de vous retirer d'une situation, la première chose que je me pose la question, c'est de dire, mais et les autres enfants? Les autres enfants dans l'établissement, qu'est-ce qu'on en fait? Doivent-ils être eux aussi victimes de ce qui s'est passé lié à un enfant? La deuxième question que je lui pose, je dis, mais quel est le rôle finalement de l'adulte dans une structure telle que celle-là? Moi, j'aurais pensé qu'un enfant qui agresse dans une institution, la première réaction que nous avons, c'est de faire corps justement,
de montrer aux enseignants, aux élèves que nous avons en charge, qu'en réalité, force reste à l'institution. Rester à l'institution, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va proposer à l'enfant, par les organismes spécialisés, de s'en occuper, mais qu'en réalité, nous continuons, nous, en tant qu'institution, à donner cours, parce qu'en réalité, c'est ça qui est le plus important. C'est de faire corps devant une situation et de dire que ce n'est pas l'incidence d'un enfant sur la situation dans un lycée qui va perturber finalement, qui va avoir des conséquences sur les autres enfants prévus dans le lycée. Et je lui dis que le problème quand ils font ça, c'est que c'est finalement les mêmes enfants chaque fois qui sont pénalisés. Parce que ceux qui sont à Rama, pour prendre ce collège, ou ceux qui sont dans les collèges privés, eux, jamais on ne va arrêter leurs études où il n'y aura jamais de position de retrait parce qu'il y a eu un incident dans un tel établissement. Et je continue à penser qu'en réalité, le problème dans nos institutions, c'est l'institution de faire corps, de dire que dans une institution, il y a des règles à respecter et que quand les règles ne sont pas respectées, on doit les appliquer coûte que coûte, au risque de renvoyer un élève, au risque, à la limite, que ce soit l'institution qui soit prioritaire par rapport, finalement, aux enfants qui agissent à l'intérieur de l'institution. C'est ce que je pense, et je trouve dommage qu'à chaque fois qu'il y a une problématique dans l'intervention, finalement, ce sont les enseignants qui se retirent et que ce ne soit pas, finalement, l'élève qui soit, finalement, puni et les autres profiter, justement, d'un enseignement qui est de dire c'est l'enseignement qui prime au-delà de Merci. ce qui se passe. José. Je ne sais pas si les spectateurs, d'ailleurs... Non, si si on n'a pas compris ce que vous avez dit, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Ça vous a été très très clair. Merci. Non, ce que le docteur Mpaye vient d'évoquer, moi je regarde ça de façon plus générale sur la Martinique. Depuis quelque temps, je dirais même quelques années, dès lors qu'un opérateur, qu'un membre, qu'un agent d'un service connaît une perturbation avec un usager, on a l'impression que c'est tout le service qui s'arrête. Si un chauffeur de bus se fait agresser, même verbalement, par un usager, eh bien, toute la Martinique est pénalisée parce que tous les bus s'arrêtent. Donc, ce que certaines personnes considèrent comme, disons, comme solution de soi-disant droit de retrait pour manifester son mécontentement, ce mal coûte très très cher, fait très 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 mal à la population parce que les gens ne peuvent pas voyager, ne peuvent pas circuler. Si un pharmacien aussi connaît la même difficulté, tout le réseau de pharmacies s'arrête. Donc les personnes malades n'ont pas les moyens, ne trouvent pas les solutions pour leurs médicaments. Et on a l'impression que c'est un système qui est généralisé. Alors que ce n'est pas, à mon avis, la solution pour résoudre le problème. Je pense que le problème doit être circonscrit au niveau de là où il y a eu le feu. Si l'enseignant a eu une difficulté avec un élève, je pense que les deux doivent connaître une cellule ou un encadrement pour résoudre le problème, mais les collègues qui sont dans une autre commune ou un autre secteur qui se mettent en droit de retrait au motif... Et s'ils sont juste d'une autre classe, ils sont de la classe voisine. S'ils sont de la classe voisine et s'il y a un lien de causalité avec l'incident, je peux comprendre. Mais si c'est tout simplement pour des raisons de philosophie ou de poésie qu'on décide de se mettre en droit de retrait parce qu'on a un collègue dans l'autre commune qui a été agressé, ça ne fait pas sérieux. Pas dans l'autre commune, dans l'autre classe. La proximité ne vous pose pas de problème. Si y a une agression d'un enseignant dans une classe, est-ce que la classe d'à côté peut être perturbée? Pendant des années, il n'y a pas eu de solidarité sous cette forme-là. Si depuis quelque temps, c'est une mode. S'il n'y a pas de lien de causalité sur le préjudice subi par la classe d'à côté, je ne vois pas pourquoi la classe d'à côté va se mettre en droit de retrait. Ok, merci. Vous voulez intervenir? C'est vrai que j'ai du mal à comprendre cette histoire de droit de retrait. Parce que je me rappelle, dans mon lycée, il y avait un élève qui s'est fait poignarder avec des ciseaux dans la classe. Et nous, on était la classe à côté quand ça s'est produit. Et on a vu le sang, on a vu le professeur crier. Bon, on a vu toute la scène. Et c'est pas pour autant qu'on s'est mis en droit de retrait. Les professeurs sont allés en cours, mais c'est vrai qu'il y a des élèves qui ont manifesté, par contre, pour le non-agression dans la cellule scolaire, quoi. Mais les cours ont fonctionné après. Ils n'ont pas abandonné les enfants. Non, il n'y a pas eu d'abandon. Mais c'est vrai que
depuis ces dernières années, on fait usage du droit de retrait de manière abusive, je trouve. Je veux comprendre qu'on peut être solidaire à une situation, parce que quand un professeur se fait agresser en tant qu'enseignant moi-même, ça peut m'arriver tôt ou tard, on ne sait jamais. Donc je peux comprendre qu'il y ait un élan de solidarité, mais je pense que le droit de retrait, ce n'est pas la solution, parce que, comme le disait le docteur Mpaye, mais M. Charlotte, ce sont les autres élèves qui sont pénalisés. Et du coup, ce serait dommage de pénaliser tout le monde. Vous avez donc vécu ça, ce drame-là Oui, j'ai vécu ça. Vous avez vu le sang, etc. Oui. Vous aviez quel âge? J'étais en première année de BTS quand ça s'est produit. Et ça vous a choqué? Vous avez mal dormi? Comment ça s'est passé? Effectivement, ça m'avait choqué de voir... Un jour? Oui, c'est quand même impressionnant parce qu'on ne se dit pas qu'en plein cours, un élève va se donner... Mais est-ce que vous vous êtes senti perturbé les jours d'après? Est-ce que pendant la nuit, vous avez pu dormir tranquillement? Est-ce que ça vous a traumatisé? Alors, c'est vrai que la journée, c'est vrai que c'est traumatisant et tout. Mais après, le lendemain, on se dit, bon, on va à l'école, la vie continue. Mais c'est vrai que le professeur qui a vécu cette situation, elle-même, elle a été mise en arrêt. Oui, elle est touchée. Elle n'a pas pu aller continuer ses cours. Mais après, la cité scolaire s'est réorganisée. Ils ont mis un autre prof remplaçant, etc., etc. Et la vie scolaire a repris son cours. Mais ce n'est pas pour autant que tous les professeurs de l'établissement ne se sont pas mis en droit de retrait. C'est ce que j'essaie d'expliquer, en fait. Docteur Montésur, vous voulez intervenir? Pardon? Vous voulez intervenir ou pas? Quoi? Ok, le docteur Montésur... Non, parce que je demande un droit de retrait. Ok, je suis désolé, il avait pris sommeil et je l'ai réveillé, donc il me le fait payer. Je crois que le docteur Mpaye a bien expliqué ça. Je demande le droit de retrait. Très bien. Enfin, vous dites que vous n'avez rien à dire. D'accord. Je voudrais attirer votre attention sur ce que m'a fait savoir M. Christian Chalut récemment. Il s'est rendu compte que l'eau de son robinet était impropre à la consommation. Parce qu'on contrôle beaucoup les tuyaux qui emmènent l'eau dans les immeubles, n'importe quoi. On contrôle moins les tuyaux domestiques, les tuyaux de votre maison même. Parce que l'eau passe par les tuyaux de votre maison. Et il a observé qu'il y avait une casse dans ces tuyaux, qu'il avait des tuyaux complètement foutus, quoi. Et donc, forcément, que l'eau qu'il buvait n'était pas saine. Donc, je vous invite à faire attention à ça, à vérifier les tuyaux même qui, à l'intérieur de votre maison, amènent l'eau dans vos lavabos, dans vos éviers et partout. Et je pense qu'il a raison. Non, vous avez tort. Officiellement, vous avez tort. D'accord. Pourquoi, docteur Montésur? Parce que c'est une question que nous ne cessons de poser à l'ARS, puisque c'est l'ARS qui s'occupe de ça. Regardez l'état du tuyau. Voici, regardez l'état du tuyau de M. Chalut quand même. Oui, je sais. Donc c'est un peu... Une eau saine aura du mal à passer par là. Hein. Dans toute la oui, monsieur... Non, mais laissez parler Montésur, parce que comme j'ai dit quelque chose, il faut qu'il dise le contraire. Alors, allez-y. Monsieur Grabin... C'est pas M. Grabin, c'est M. Chalut, Christian Chalut. Et vous sais. parlez d'autre chose, là? Oui, M. Grabin. Monsieur Grabin s'occupe de ça, effectivement. M. Grabin a déjà expliqué ça. Regardez ça. Qu'est-ce qu'il a dit, M. Grabin? Il a appelé ça un biofilm. Donc ça a un nom. Hein? Oui. Et il dit que c'est imprégné de tout ce que vous voulez. Et que ça peut le relâcher doucement dans l'eau. Mais quand vous posez la question à l'ARS de savoir quelle est la qualité de l'eau à l'usine, c'est-à-dire au moment après traitement et mise en canalisation, elle est saine. Et la qualité de l'eau au robinet, il dit que leur étude fait les deux. Il dit l'étude fait la sortie d'usine et l'arrivée chez le consommateur. Et il dit qu'il n'y a pas de différence. C'est leur réponse. Ça fait 20 fois que je pose la question, ça fait 20 fois qu'ils me répondent. Comme moi, je n'ai pas suffisamment de moyens pour aller le vérifier, écoutez, pour le moment, je vais vous reposer la question, puisque chaque fois, ça me choque de voir ça. Mais leur réponse, c'est ça. Leur réponse, c'est on fait des examens aux deux, au départ et à l'arrivée, et on n'a jamais trouvé de conséquences. Non, mais la question au-delà de ça, c'est de savoir, est-ce que, parce qu'il y a ça, est-ce que nous assistons
à des maladies liées à l'eau sur notre territoire? Non. Est-ce qu'il y a une conséquence? C'est ça la vraie question. La vraie question, ce n'est pas le tuyau. Non. La vraie question, c'est de savoir est-ce qu'il y a des conséquences de l'eau sur voilà, c'est-à-dire, est-ce que la typhoïde est-ce que la typhoïde, est-ce que voilà, le choléra est exactement, là, est-ce que c'est un nombre de la chlordécone passe là-dedans, voilà, c'est ça la vraie question. C'est pas tant le tuyau en lui-même. Oui, il faut le changer quand on le voit. Mais en réalité, sur la qualité de l'eau telle que définie par les organismes qui contrôlent, qui sont des contrôleurs de l'eau, pour eux, il n'y a pas de différence entre ça et puis l'eau qui sort du robinet. Donc, alors, oui, mais Dr Moutezum, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas changer les tuyaux. Je suis en train de dire que si on regarde la qualité de l'eau, ils vous disent qu'il n'y a pas de différence entre l'eau qui sort du robinet malgré l'apparence. Voilà, et puis ce qu'il y a. Mais tous les tuyaux abducteurs d'eau sont comme ça. Bien sûr. Oui, mais c'est la même chose à Paris. Est-ce qu'on est en mesure de remplacer tous les tuyaux qui ont été installés il y a 50-60 ans? Non, ici, c'est 4000 kilomètres, c'est-à-dire de ici à Montréal. Oui, mais la... remplacer. Oui, mais alors, c'est pas tout à fait vrai. Oui, mais l'autre difficulté... mais en fait, c'est la longueur du circuit. Oui, mais Dr Moutezum, l'autre difficulté, qui n'est pas forcément une difficulté, est-ce que les dépôts restants à l'intérieur des tuyaux, est-ce que ce sont des dépôts qui se sont stabilisés avec le temps? Est-ce que ça se dilue dans l'eau? Ou encore, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent prouver dans l'analyse physico-chimique que l'eau, quand bien même qu'elle connaît quelques concentrations, est-ce qu'elle est impropre à la consommation, comme disait le docteur Mpaye? Normalement, l'ARS devrait nous dire ça. Ils sont incapables. Enfin, leur réponse, c'est que l'eau est de bonne qualité. Donc, on considère, entre guillemets, avec d'autres guillemets, qu'on peut encore les faire confiance. Alors, ma question, c'est est-ce que, maintenant, depuis un petit moment, on sait que les tuyaux sont impropres, hein, on le sait déjà. La question, c'est est-ce qu'on peut utiliser des filtres à charbon, voilà, pour permettre de purifier l'eau jusqu'à nos robinets? En final, voilà. Et est-ce que ça va permettre de ne pas qu'il y ait des dépôts dans l'eau? Est-ce qu'on peut consommer l'eau même avec le filtre à charbon? Est-ce que ça ne perd pas les nutritions de l'eau? C'est la question que je me pose. Eh bien, écoutez, de toute façon, il y a une chose qui est certaine, c'est que... alors, il y a une première chose qu'il faut savoir, c'est que l'eau à la Martinique, l'eau vient à 90% des rivières, ce sont des eaux tellement peu chargées qu'elles sont acides, hein, et elles provoquent de la corrosion. Alors ça peut vous paraître curieux, mais c'est comme ça. Ce sont donc des eaux agressives, donc qui peuvent agresser le tuyau dans lequel ils passent. Alors, ce sont des eaux qui, au départ, sont très peu minéralisées. C'est très facile à comprendre. Quand ça tombe, les rivières ne sont jamais très longues à la Martinique. Elles ont 1000 kilomètres en France, mais non que 4 kilomètres à la Martinique. Bon, donc ce ne sont pas des eaux chargées. Alors, si vous voulez, alors comme ils sont passés à l'usine de potabilité, si vous voulez encore mettre un film, vous pouvez mettre un film, pourquoi pas? Oui, Docteur Moutezum. Ça ne me paraît pas absurde, mais seulement il faut veiller non plus à ce qu'il reste quand même quelques éléments. C'est 800 eaux. C'est 800 eaux. Non, non, attendez. L'eau est distribuée dans notre pays exactement comme il y a 100 ans, par des tuyaux, avec deux sociétés majeures, Suez et puis la Lyonnaise des Eaux, qui sont les sociétés milliardaires, qui font des sommes considérables d'argent. Okay. Ma question à moi, contrairement à vous, c'est de dire qu'il faut changer complètement le système. Il n'y a aucune raison d'aller chercher l'eau dans les rivières. On peut parfaitement la chercher ailleurs. Et notamment, on peut la chercher directement chez nous. Parce que, vous le savez bien, nos parents avaient souvent de l'eau qui tombait sur le toit, qui allait dans un truc, etc. Alors, on ne va pas faire la même chose, mais il faut changer complètement ce système. Vous vous rendez compte, avant, on n'avait pas une terre bétonisée comme aujourd'hui. C'est-à-dire que l'eau coulait et puis elle rentrait dans la terre. Aujourd'hui, réfléchissez à toute l'eau qui se trouve sur les routes, qui se trouve sur les aires de stationnement. Il y a un gaspillage d'eau extraordinaire. Il faut arriver, et des cerveaux martiniquais peuvent se mettre sur cette problématique, comment prendre l'eau qui nous vient du ciel, et c'est de l'eau gratuite, et bien comment on peut la faire arriver chez nous sans passer par tous ces tuyaux comme il y a 100 ans. Il faut trouver le moyen. Mais je voudrais vous poser une question. Oui? Non.
Posez-la quand même. Je ne sais pas si je vais répondre. Vous l'avez vexé. Allez, posez votre question. Non, mais je vais la poser après. Ah, vous allez la poser après. C'est parce que je vais changer de sujet. Oui, je vais changer. On change de sujet. Non, mais donc, on a une question pour... Vous avez moins, quoi. Non, Vous avez moins, mais vous avez moins. Non, mais monsieur Laouché, juste pour faire un appendice, quand vous dites qu'on peut récupérer l'eau, disons, dans toutes les maisons, toutes les toitures, sans laisser l'eau suivre son chemin naturel, en quelque part, ça aura encore une autre conséquence, parce que ça va appauvrir peut-être le bassin versant sur l'environnement. Ça peut ne pas suffisamment... Il y a assez d'eau pour tout le monde. Suffisamment il y a assez, les plantes, il y a assez d'eau. Ou nettoyer les espaces. Il y a assez d'eau. C'est interdit par le droit français. De toute façon, il y a une étude à faire là-dessus. Avec les rats et pas la solution. les C'est déchets de rats, interdit par le droit délicat. français. Ils ont certainement les raisons que vous évoquez. En tout cas, moi, je pense que c'est ça la solution. Mais en tout cas, les bonnes sociétés... Parce que la distribution de l'eau jusqu'à aujourd'hui est entre les mains de gens qui vendent du litrage et qui gagnent énormément d'argent et qui n'ont pas intérêt à ce que ça change. Donc, ils ne font pas de recherche pour que ça change. Oui, mais nous, Martiniquais, nous devons faire ces recherches. Je pense que consommer des eaux en bouteille, c'est même pas non plus la bonne solution. Non, on a déjà dit ça. Voilà, nous avons vu le scandale. Voilà, on a vu le scandale qui s'est passé avec la solution, il ne s'agit pas d'aller dans les bouteilles. Oui, mais justement, si nos canalisations ne sont pas de bonne qualité et puis ça fait des dépôts et puis après que les gens se disent je ne bois plus d'eau de robinet, ils vont se précipiter vers les bouteilles. Et les bouteilles d'eau non plus ne sont pas de très bonne qualité non plus. D'accord, c'est un autre débat. Monsieur Montezum s'est mis en réflexion pendant une semaine, nuit et jour, si j'ai bien compris ce que votre femme m'a dit, que vous pensiez à ça et que même pendant la nuit, vous en parliez dans vos rêves à haute voix, ce qui la réveillait. Donc vous parliez de ce que nous voulons comme pouvoir en Martinique pour développer ce pays. Vous parlez, alors votre femme m'a dit que vous parlez des pouvoirs locaux. On sait quoi les pouvoirs locaux? Alors, je ne sais pas si les téléspectateurs ont remarqué. C'est un... Je lui ai demandé de traiter ce sujet Dans le cadre de façon importante, parce que c'est un sujet, vous savez qu'il va y avoir le Congrès. Et ce Congrès, c'est, d'après ce qu'on entend un petit peu, de demander un petit peu plus de pouvoir. M. Laouché met ça à la fin de l'émission, comme s'il voulait... Excusez-moi, il nous reste une demi-heure d'émission, c'est pas la fin. C'est le tiers. Il nous reste au moins 20 minutes. Alors qu'on avait dit la dernière fois qu'on allait en parler. Mais vous avez 20 minutes pour en parler. Puisque les congressistes ont demandé aux Martiniquais de réfléchir et de leur donner... des idées. De leur faire des propositions. Vous avez fait des propositions, monsieur... Qui, Charlotte, tu as des propositions? Charlotte, tu as des propositions? Oui. Mais non, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Il faut pas rêver. Ben, parce que c'est lui. Exceptionnellement, j'ai une proposition pour le Congrès. Ah bon, très bien. Il faudra faire un congrès d'économie de toute nature dans toutes les collectivités de la Martinique. C'est ça le projet? Oui. Dépenser moins d'argent. Les dépenses inutiles, il faut sectionner ça, il faut régler ça. C'est déjà ce congrès-là. Si on arrive à faire ce congrès-là, on va trouver de la marge financière, de la marge de trésorerie pour au moins mettre à jour les dépenses obligatoires. Très bien. Alors j'ai dit à M. Laouché que j'aimerais qu'on parle des pouvoirs locaux. Parce qu'il y a quand même des pouvoirs, même si on en demande. Il y en a, et ça fait très longtemps qu'il y en a, puisque si vous prenez avant l'abolition de l'esclavage, c'était surtout le ministère de la Marine qui faisait un peu la loi à la Martinique. Et à la fin, à l'abolition de l'esclavage, vous avez la création du Conseil général qui se fait dans les années, en fait, à peu près 10 ans ou 15 ans après l'abolition de l'esclavage, dans les années 60-70. 1860. Il y avait ce pouvoir-là. Et puis, après, c'était, comme on dit souvent à la Martinique, le pouvoir des gouverneurs. C'était les gouverneurs qui étaient nommés par Paris et qui gouvernaient la Martinique. Et puis, finalement, alors, ce qu'il y a de marquant, c'est, je pense,
la décentralisation. Alors, la décentralisation vient à l'arrivée des socialistes au pouvoir, et à ce moment-là, l'État accepte de donner des pouvoirs. En France, d'abord, ça se passe aussi effectivement à la Martinique, que certains pouvoirs passent de la préfecture à l'hôtel du département. Et c'est comme ça que le Conseil général reçoit des pouvoirs importants comme en décentralisation. Action sociale. Pardon? Toute l'action sociale. L'action sociale. L'action sociale, c'est-à-dire la protection de l'enfance, de la mère et de l'enfant. PMI. Mais est-ce que ce sont des pouvoirs? Ce sont des compétences ou des compétences? Ce sont Non, ce sont des compétences. Ah, d'accord. Ce sont C'est des pas compétences. la même chose. Donc, vous avez donc toute l'action sociale, c'est quand même très important, c'est les personnes handicapées, c'est le transport des personnes handicapées, c'est le RMI à l'époque, le RSA maintenant, c'est les collèges, c'est certains personnels du collège, c'est les bibliothèques, c'est également le sport, c'est le tourisme. Alors ça, c'est la décentralisation. Et puis, quand on met également, quand on fait une seule collectivité, on met aussi des compétences qui n'existaient pas avant du Conseil régional, qui est le développement économique. C'est une de ces compétences majeures. Donc nous avons à la Martinique une seule collectivité qui a quand même maintenant beaucoup de compétences. Et puis, on a quand même demandé ensuite des habilitations, puisque nous l'avons pour l'eau, nous l'avons pour le transport, nous l'avons pour les déchets, ce qui fait quand même des choses relativement importantes à gérer. Donc nous gérons aussi bien les lycées que les collèges, même si c'est l'État qui garde l'enseignement, hein, même si c'est l'État qui garde... Alors, l'État garde la santé, et je voudrais un petit peu m'appesantir au-dessus. L'État garde la santé, mais il y a une partie importante de compétences qui contribuent à la santé. C'est quand vous faites de la prévention, par exemple, quand vous faites pour les enfants, comment ça s'appelle, la Protection familiale. PMI, protection maternelle et infantile, c'est la seule protection de la mère et de l'enfant, fait que vous empêchez à certaines maladies de venir, etc. Vous faites des vaccinations, vous faites tout ça. C'est de la prévention primaire, mais c'est quand même de la prévention importante. De base, oui. Donc, il y a tout un faisceau de structures qui se sont mises en place pour un petit peu aider la population, pour aider par exemple les handicapés, pour aider la famille. Tout ça s'est mis en place et tout ça c'est de la compétence de notre propre compétence, puisque ce sont des compétences décentralisées. Alors, José nous avait dit qu'il allait un petit peu se pencher sur les compétences que demande, parce que... Ah non. Non, parce que la collectivité actuelle demande d'autres pouvoirs, on va dire, puisque c'est le mot que j'ai retenu, d'autres pouvoirs. Alors José nous a dit qu'il allait nous dire un peu quel pouvoir. Moi, justement, c'est là où je trouve qu'il y a quelque chose qui me gêne. Moi, c'est pas dans les pouvoirs, c'est pas dans comment on appelle ça, les habilitations que je veux qu'on change les choses. Moi, c'est sur les pouvoirs législatifs, sur les pouvoirs de loi, de proposer des lois sur notre territoire et qui ne valent que sur notre territoire qui m'intéressent. C'est ça que moi j'aimerais dans le sens, d'ailleurs, si on décide d'avoir des compétences nouvelles, moi c'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas de prendre des lois qui sont applicables sur tout le territoire français et de dire on va vous donner des compétences suivant la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale à Paris. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on peut
délégué à l'Assemblée de Martinique, lui permettant d'édicter des propres lois dans certains domaines bien précis. Et je vais prendre un exemple. Le problème de l'éducation. On sait aujourd'hui que les programmes, par exemple, d'éducation sur notre territoire, ou la façon d'enseigner sur le territoire ne correspond pas à la façon d'enseigner sur le territoire, sur tout le territoire français. Nous avons des spécificités qui sont bien particulières. Je vais vous donner un exemple. On sait aujourd'hui que nous avons des lacunes, par exemple en français, en mathématiques, en tout cas, et dans la programmation, par exemple. Moi, j'aimerais bien aimer que sur les programmes du primaire, aussi les programmes du collège, que nous ayons une spécificité à pouvoir les dicter. Pourquoi? Parce que nous sommes sur un bassin d'emploi qui est différent de ce qui se passe sur l'Hexagone. Nous avons des compétences que nous pouvons développer et que nous n'avons pas. Je vais vous donner un exemple. J'ai une jeune fille, j'ai vu la maman hier, qui est spécialisée en hydrologie, par exemple, qui a fait ses études en Martinique, qui est spécialisée, qui vit en Allemagne. Elle est devenue une grande responsable de l'hydrologie en Allemagne, qui est martiniquaise. Elle a demandé 3 fois, elle a postulé ici à la Martinique sur les questions, elle n'a jamais eu l'emploi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les emplois qui lui sont proposés ne correspondent pas à ce qu'elle pourrait apporter. Je pense que si nous sommes maîtres dans ce que nous voulons édifier sur notre territoire, il va falloir que nous ayons nous-mêmes nos propres habilitations, mais qui nous concernent nous, parce que nous sommes un territoire spécifique. Et que ça ne peut pas se faire avec la loi qui est proposée. Parce que chaque fois qu'on propose quelque chose, de toute façon, nous sommes rétamés parce que nous ne sommes pas suffisamment nombreux pour s'appeler sur notre territoire. Donc je pense que, pour moi, il ne s'agit moins d'avoir des compétences nouvelles que d'avoir un pouvoir législatif, certes restreint. Ils appellent ça normatif. Normatif, certes restreint, mais qui nous permettent à nous de pouvoir développer des compétences sur nos territoires, mais qui nous concernent, nous, et qui ne sont pas englobés dans ce qui se fait au niveau national. C'est comme ça que moi je perçois ça. Non, mais vous avez raison, voilà. C'est-à-dire que vous avez raison d'avoir tort. Ouais, mais ça je me doute bien que vous allez me donner tort. Mais non. Oui. C'est-à-dire que, vous savez, la France est un grand pays, oui, qui se développe et qui est parmi les plus grands pays du monde, les pays les plus riches. Donc il y aura une loi pour les Auvergnats, une loi pour les gens du Limousin, une loi pour les gens d'Île-de-France, une autre loi pour la Martinique, une loi différente pour la Guadeloupe. Vous pensez que c'est jouable, ça? Alors, monsieur Laouché, je vous signale qu'ils sont en train de faire des lois d'habilitation spéciale pour les Calédoniens, pour la Nouvelle-Calédonie, oui, en distinguant bien ce qui est capable de faire dans le cadre. C'est complètement différent. Je sais bien que c'est différent. Mais nous voyons bien que nous avons des problématiques qui nous sont spécifiques. Et que depuis Paris, on n'arrive pas à les régler depuis plus de 160 ans. Attendez, la question c'est... Oui. Attends, au niveau de l'enseignement, oui, l'enseignement en France est différent des autres. C'est-à-dire qu'en France, ce qu'on essaie de faire, c'est d'ouvrir les canaux de votre intelligence et puis après, vous vous adaptez à toutes les situations. Dans d'autres pays comme le Cameroun, les pays sous-développés, eh bien, on essaie d'aller vers un truc, on est comme ça, on est obtus, etc. Il faut des lois pour nous. Vous avez fait un tas d'études pour des lois qui n'étaient pas pour vous. Vous en êtes sortis, et même José s'en est sorti. La preuve, c'est qu'on est toujours en arrière. Et que la plupart de nos enfants qui sont capables de faire différemment ne sont pas chez nous. C'est ça la problématique. La problématique, ce n'est pas de dire, nous avons, comme la France, la problématique de dire, c'est pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à retenir finalement nos enfants dans nos institutions, peut-être parce qu'elles ne correspondent pas à ce que c'est que nos institutions. Et il faut les mettre à ça. C'est ça le problème, parce qu'elles ne sont pas faites pour nous, elles sont faites pour quelqu'un d'autre. Et ils s'adhèrent très bien à une éducation en Allemagne, en Italie, mais que chez nous, dans le continent dans lequel nous sommes, elles ne sont pas faites pour. Et comment est-ce qu'on fait pour justement le retenir? Donc on adapte, à la limite, on adapte l'enseignement à Grande-Rivière, c'est pas le même qu'à Sainte-Luce. On va donner la parole à cette jeune fille. Moi je pensais qu'en France, les spécificités étaient prises en compte dans les différents départements. Il me semble que si. Non. Les spécificités ne sont pas prises en compte. Une marge, oui. Mais si, il y a une marge. Dans quelle matière? Il y a une petite marge. Oui. Mais s'il y a une petite marge. Dans quelle matière? J'ai lu ça quelque part, je ne me rappelle plus, mais ils avaient dit que les spécificités... Le bac, c'est le bac pour tous les élèves de France. Non, mais il y a... Le même bac. Par exemple, je ne sais pas, il faut que je retrouve l'article qui disait ça, mais il disait que oui, dans les départements, il y a les spécificités qui sont prises en compte. Et on peut faire des propositions et faire remonter par rapport aux spécificités. Bon, moi je pense qu'en termes de compétences, je l'ai déjà dit ici,
on a déjà suffisamment de compétences. Moi, j'aurais bien aimé que la France récupère certaines compétences, notamment le transport, parce que c'est un gâchis. C'est un gâchis. L'année a à peine commencé qu'il y a eu plusieurs grèves successives de transport. Et donc, du coup, le transport qui ne fonctionne pas... L'année a à peine commencé, nous sommes au 9e mois. Oui, non, mais, oui, on est au 9e mois, mais l'année n'est pas terminée. Voilà, l'année scolaire vient à peine de commencer, qu'il y a eu énormément déjà de grèves des grèves successives. Et du coup, moi, je me dis, comment une économie peut fonctionner s'il n'y a pas de transport, ou le transport n'est pas constant? Il y a Kipling qui disait que la civilisation, c'est d'abord une route. C'est pour vous dire à quel point le transport, c'est important. Oui, donc moi je dis, la France récupérer le transport. On n'est pas capable de gérer le transport correctement en Martinique. Il y a toujours des grèves susceptibles, je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, il faut, si ça fonctionne pas, on n'arrive pas à le faire fonctionner, il faut que la France récupère. Après, moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on puisse savoir comment les prix sont fixés en Martinique, qu'on puisse avoir une autorité, une vraie autorité de contrôle des prix, qui puisse faire des contrôles, savoir exactement la base des prix, comment ça fonctionne, et bien sûr sanctionner quand il faut sanctionner. Ce n'est pas mis en place. Franchement, je n'avais pas vu ça, parce que vous regardiez ailleurs, mais quand vous avez dit que vous souhaitez que la France récupère, Montézu m'a failli s'évanouir. Je vous assure, il est parti en arrière. Je me dis, mais il va tomber. Recentralisation. Ah ouais, c'est la recentralisation. Elle a fait ça pour l'eau. Après la décentralisation. La France a fait ça pour l'eau en Guadeloupe. Hein. Ah oui, la France Elle a fait ça. récupéré l'eau. Elle a récupéré l'eau. Vous En tout cas, vous n'avez proposé rien du tout. Vous m'avez dit que vous allez proposer des projets. Vous n'avez rien proposé. Moi, je vais vous dire, je vous attends la prochaine fois. Moi, j'ai un projet. Vous savez, on parle beaucoup, vous, monsieur Laouché, vous parlez beaucoup de l'IA. L'intelligence artificielle. Vous savez que l'intelligence artificielle marche aujourd'hui avec ce qu'on appelle les data centers. Oui, bien sûr, les data centers. Ce sont des grosses structures sur lesquelles on a plein d'ordinateurs et puis là-dessus, il y a des trajets, etc. Nous sommes sur un bassin caribéen. Nous sommes sans doute les territoires qui avons le système de réseau d'électricité le plus stable sur la Caraïbe. Pourquoi est-ce qu'un data center ne peut pas être mis sur notre territoire? Et si nous décidons que nous avons des data centers sur notre territoire, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas adapter finalement les études faites par nos enfants à ces data centers que nous allons poser sur le territoire qui donnent de l'emploi, qui donnent non seulement de l'emploi sur le territoire que nous avons, mais donnent de l'emploi sur les territoires aux alentours parce qu'ils vont dépendre de ce que nous sommes. Aujourd'hui, data center, c'est là-dedans que se trouvent la plupart des gros investissements que font toutes les grosses structures, que ce soit Google, que ce soit... comment on appelle les téléphones Samsung. En tout cas, les Samsung, les Apple. Tout ce monde-là ne font que chercher des endroits où est-ce qu'ils vont pouvoir installer des data centers pour pouvoir transmettre l'information. Parce que la base aujourd'hui de l'informatique, c'est d'avoir ces data centers-là. Si vous n'avez pas à côté data center une industrie ou une formation ou une éducation qui est centralisée et qui est basée sur cette orientation-là, vous laissez encore passer des emplois devant votre nez. C'est pour ça que je dis que quand j'incite à ce que nous ayons des attributions personnelles sur ce que nous voulons pour la matière de demain, c'est pour ça. C'est que nous soyons capables de décider quelles orientations nous donnons à nos enfants pour pouvoir justement les adapter au marché de l'emploi. Si nous ne faisons pas ça... On n'est pas d'accord avec ça du tout. Oui. Je veux dire, je vous répète, l'éducation, l'instruction vous ouvre les canaux de l'intelligence. Oui. Ensuite, vous allez faire des stages pour pouvoir vous adapter à l'emploi que vous voulez faire. Mais il faut d'abord être intelligent. Non, mais c'est vous qui dites ça, monsieur Larouché. Regardez, au Canada, on apprend un métier. En Allemagne, on apprend des métiers. En Allemagne, on apprend des métiers. Oui, mais ça va pas mieux qu'en France. Comment ça va pas mieux? En tout cas, le point est meilleur. Je parle de l'école primaire. Oui. Je parle de prendre le codage à l'école primaire. Mais c'est bien ce que je vous dis. Mais oui, c'est ça qui est important pour demain. C'est catastrophique. Mais non, c'est pas catastrophique. En Chine, on apprend déjà à faire du codage en école primaire? Oui. Et c'est catastrophique. Non, mais je suis d'accord, je ne suis pas du tout admiratif du système chinois. Bon, en tout cas, les Chinois, c'est eux qui sont en avance sur la IA, sur tout ce qui est informatique. Ce qui m'intéresse, donc, vous êtes un homme du passé, voilà. Je vous avais dit que vous êtes un homme du futur, un homme du passé. C'est le bonheur des hommes. Je ne pense pas que les Chinois qui travaillent en Chine soient très heureux. D'accord. Ah oui, en tout cas, ils sont premiers dans la technologie. Pour l'avenir, Cindy, docteur Mpaye, il faut qu'on arrête en 2 minutes. Pour investir des sommes immenses dans l'IA ou dans les data centers et autres, les investisseurs, ils sont prudents.
ils vont choisir des pays stables, des pays où il n'y a pas de grève, On pas est stable. de droit de terrain. Nous sommes stables. Et pour garantir la continuité du travail. Parce que ces choses-là sont très sérieuses. Les grands investisseurs, ils préfèrent investir dans des pays où il y a une dictature qui tient la population, Ah non, c'est pas ici. où la continuité du travail est garantie. Comment ça, dictature? 24 sur 24 et à bas coût. Du tout. Donc, Du tout. Quand il s'agit de data center, ce n'est pas une histoire de... Là, c'est une histoire de courant et d'électricité. C'est une histoire d'eau. C'est une histoire d'eau. Donc, c'est une histoire de stabilité. Vous ne pouvez pas aller mettre un data center dans un pays où il n'y a pas d'électricité qui soit en continu. Vous ne pouvez le faire que dans des structures stables. Et c'est pour ça que c'était... les grèves de toute nature. Ce n'est pas une histoire de grève. C'est pas une histoire aux investisseurs. Je parle d'un pays qu'on aura, je ne parle pas du pays d'aujourd'hui. Si vous proposez des gens du travail, que les gens ont la certitude qu'à la fin de leurs études, ils ne seront pas obligés de migrer et que le travail qu'on leur promet, c'est un travail qui sera bien rémunéré parce qu'effectivement, les data centers. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas mettre ça comme utilité? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas gérer les formations que vous avez dans notre pays? Moi, je pense que c'est une habilitation que nous devons avoir. Ce sont des lois que nous pouvons décider, surtout savoir sur l'orientation de nos enfants et quelle éducation Mais leur donne pour demain. pas de l'école primaire. Vous créez un esclavage. Si vous data dès l'école primaire, ben d'accord. Bon, on va devoir, oui, data dès l'école primaire, on est déjà dans l'esclavage de l'IA. Moi, je crois qu'il y a l'IA, mais il faut aussi sortir de là, avoir des idées, réfléchir pour pouvoir inventer et préparer l'avenir. Parce que si on est depuis tout petit sur une structure, on a dit d'apprendre le codage. On n'a pas dit mettez le codage comme matière. C'est tout ce qu'on a dit. Mais oui, mais ça peut s'apprendre à n'importe quand. Ça peut s'apprendre après le bac, ça peut s'apprendre deux ans après le bac. Je ne m'arrête pas qu'à l'éducation. Je parle à la fois de l'éducation et de ce qu'on met à côté pour pouvoir faire la transition entre éducation et ce que ça peut apporter à le développement d'un pays. Place l'éducation. À l'école. Bon, vous n'avez rien compris. À l'école, c'est l'instruction. Oui, l'éducation, c'est dans la famille. Non, c'est important. On va devoir arrêter l'émission. Ça, c'est monsieur Laouché. On va devoir arrêter l'émission. Contrôler les prix aussi, ça crée des emplois. Hein. Le contrôle des prix en Martinique, ça crée des emplois. Les prix sont libres. La loi permet... Le problème de la vie chère en Martinique date de 1953. C'est pour ça qu'on a donné aux gens. Vous avez vu ce qui s'est passé sur les tableaux rondes comme moi-même. Il n'en reste pas moins que l'État... Il n'y a personne qui contrôle les prix correctement dans ce pays. C'est tout ce que j'ai à dire. Je suis complètement d'accord avec vous. L'État, au lieu de contrôler les gens, a choisi de permettre à une certaine catégorie de gens de faire face à la vie chère. C'est-à-dire, ils ont dit, bon, ben, il y a la vie chère, on ne contrôle rien, ça se passe comme ça, on va simplement donner à un certain Martiniquais 40% pour pouvoir faire face à la vie chère. C'est ça la stratégie de l'État, depuis 1953. En tout cas, alors maintenant, il faut qu'elle change. Et non, c'est vraiment, l'émission est finie, mais vous aurez la parole la prochaine fois, promis. Mais c'est vrai, il dort tous les 8. Non, c'est pas vrai qu'il dort, je plaisante. Se repose. C'est un sage, alors il nous regarde parler. Merci Jean-Michel Césaire pour votre excellente réalisation. Merci Dr Montezum pour votre présence. Merci infiniment. Bonsoir à toutes et à tous, mais je persiste à croire que à la Martinique, il nous faut des assises du social et il nous faudra également des assises pour booster l'économie. Merci. En dehors, bien entendu, du congrès. Donc, il vous faut 2 grands-messes. Il vous manque 2 grands-messes. Si vous arrivez, je vais vous dire au revoir. Ne vous inquiétez pas. Merci d'être là. Et puis à la semaine prochaine. Je constate quand même que c'est moi seul qui ai fait une proposition. C'est vous qui... Je suis le seul à avoir fait une proposition. Non, j'ai fait une proposition. Non, vous avez dit très vaguement des assises, vous n'avez pas fait de proposition précise. Il faut faire les assises. J'ai fait une proposition aussi. Elle a proposé le slip chauffant. C'est pas l'assise du gaspillage dans les collectivités. C'est pas... Les assises du gaspillage dans les collectivités. En tout cas, ce que je constate, c'est que le Congrès n'a pas forcément eu pour vous ici sur cette table un succès, n'aura pas un succès vraiment phénoménal. Puisque visiblement, alors la prochaine est capable de proposer quoi que ce soit, alors que le Congrès attend des propositions de notre part. Hein. Ok, donc ils attendent. Sans quoi ils ne font pas le Congrès si on ne leur propose pas quelque chose. Ok, c'est le 22, non? Du moins, on va leur proposer, c'est les 2 et 3 octobre, il me semble. Mais ils ont repoussé la date, ouais. C'est le 2 au 3, non? Si nous ne savons même pas à quelle date ça se situe, alors là, les Sinon, propositions risquent même... On risque pas de faire des propositions. On est en septembre, là. On est en septembre, oui.
Donc c'est en octobre. Oui, j'avoue que ça avait tout ça a été repoussé. C'était au départ 25 septembre, ça a été mis au 2-3 octobre, il me semble. Oui. Merci Cindy d'avoir été là. Ben, merci de m'avoir invité. Et puis je voulais tout simplement dire, messieurs, il existe des alternatives à la contraception. N'écoutez pas les médecins barbares ici. Hein. Achetez vos slips. Achetez vos slips chauffants. Achetez votre anneau contraceptif. C'est sans danger. Et vous pouvez, si vous arrêtez ce dispositif, vous revenez à une santé sexuelle productive, comme je dis. Eh bien, dis donc. J'aurais jamais pensé qu'elle pensait que ce sont des médecins barbares. Oui, vous avez entendu ce qu'il a dit, compresser les testicules, il n'est pas certain. Tout ça à cause de quelques spermatozoïdes dont on veut absolument limiter la progression. Lui-même, il est pour l'abstinence. 20 ans de mariage, il est pour l'abstinence. Mais je ne comprends pas. Sa femme est bien malheureuse. Hein. Oh là là. Sur ce, bonne soirée à tous. Merci José Charlotte d'avoir été là. Merci infiniment. Oui, je dis bonsoir à toute la population et je pense particulièrement aux usagers de l'eau et des assainissements du nord de la Martinique qui vivent des difficultés sérieuses et je souhaite que la population la situation va se rétablir et je souhaite que les partis trouvent un chemin commun. Ok, je ne pourrais pas terminer cette émission sans vous parler de ce scandale de ce chef d'une société à qui un responsable syndical dit « Nous continuons la grève si tu n'emploies pas une copine à moi ». Moi, j'ai trouvé ça scandaleux. Quoi. Il n'y a qu'en Martinique que ça peut se produire, je ne comprends pas. Et moi, je félicite ce chef d'entreprise qui a eu le courage de refuser et de venir à l'antenne pour dire ça. C'est insupportable qu'on ait un responsable syndical à ce niveau-là. C'est insupportable. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. Passez une bonne soirée, passez une bonne semaine. Comment? Je ne vous ai pas dit au revoir, M. Mpaye? Si. Qu'est-ce qui vous arrive là? Oh là là, il est toujours en train de se tromper, même sur les choses banales. C'est le slip chauffant, c'est le slip chauffant qui l'a ému. Ah oui, là, il faut réfléchir au slip chauffant. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.